Bonjour, merci pour cette occasion de m'exprimer et de me présenter. Alors, je m'appelle Steve Mwanza Kamunga. Je suis, j'ai fait presque toute ma vie, je dirais, au-delà de ma carrière, à l'étranger. Ça fait à peu près 1 an maintenant que j'ai été nommé par le chef de l'État comme commissaire général à l'énergie atomique. Et je suis dans le siège du commissariat général à l'énergie atomique, ici, dans un centre qu'on appelle le CRENCA, qui est le Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa. Nous avons aussi au niveau du commissariat général à l'énergie atomique, qui est un organisme national, une antenne qui est basée à Lubumbashi, et un certain nombre de postes à Kolwezi, Likasi, Goma, Bukavu, entre autres, en province. Mon cursus, bien j'ai fait j'ai fait mes études essentiellement en Belgique au départ, l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire jusqu'à la 4e en Belgique. J'ai passé ensuite la fin de mes études secondaires aux États-Unis, à Boston, où j'ai passé le bac. Ensuite, j'ai fait 1 an à l'université de Libreville, où mon père travaillait. Donc au Gabon. Et puis j'ai fait le reste de mes études universitaires en France, à l'université de Lille, où j'ai obtenu l'équivalent de mon master 1, comme on dit maintenant dans le système LMD. À l'époque, ça s'appelait une maîtrise. J'ai fait des études supérieures en physique fondamentale. Donc le M1 à l'université, l'équivalent du M1 à l'université de Lille. Ensuite, je suis allé pour des raisons de spécialité en physique, faire un master 2 de physique des particules à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Donc là, j'ai fait mon master 2 et ensuite j'ai enchaîné avec une thèse en physique des particules. La thèse, c'était entre 1992 et 1996. C'était sur un projet à l'époque qui était très futuriste, mais qui maintenant est d'actualité, d'un grand accélérateur de particules qu'on appelle le LHC, le Grand Collisionneur de Hadron, qui se trouve à Genève. C'est un collisionneur qui fait 27 km de circonférence, qui est enterré à 100 mètres sous terre à la frontière franco-suisse et qui est le plus grand accélérateur de particules qu'on ait jamais construit dans le monde. Et donc j'ai fait ma thèse sur une expérience qui s'appelle Atlas et qui aujourd'hui est une réalité. Je suis membre de cette collaboration. Et c'est une énorme expérience qui regroupe plus de 3000 physiciens du monde entier. Alors, il y a un peu d'historique là-dedans. Donc, je vous ai fait un peu le cursus de mes études. Suite à ma thèse, en mai 1996, j'ai passé un concours national en France, qui est un concours de recrutement au CNRS, Centre national de recherche scientifique, où j'ai été pris, donc sur concours, et j'ai fait toute une carrière de recherche, 25 ans de carrière au total au niveau du CNRS, où j'ai d'abord été chargé de recherche et puis je suis actuellement directeur de recherche en physique des particules et mon laboratoire de rattachement au CNRS, c'est le Centre de physique des particules de Marseille. Donc voilà, j'ai fait toute cette carrière-là. Les expériences sur lesquelles je travaillais étaient principalement basées à Genève, au CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire, qui est en fait le quartier général mondial de la physique des particules actuellement. Et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années entre des périodes d'arrêt des expériences du CERN dans un laboratoire national aux États-Unis qu'on appelle Fermilab et qui est situé à côté de Chicago. Donc voilà, c'est un peu ça ma carrière. Pendant toute ma carrière, je me suis toujours intéressé à essayer de faire connaître ces disciplines scientifiques et ces formations scientifiques et technologiques en Afrique. Et à ce titre, j'ai créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'école africaine de physique avec des collègues du CERN. Et c'était une école d'été sur 3 semaines où on apprend
disons, tous les rudiments de la physique subatomique et de ses applications. On a fait une première session en Afrique du Sud en 2010, on a fait le Ghana en 2012, le Sénégal en 2014. En 2016, mes collègues étaient au Rwanda pour le même programme. Et la dernière fois que moi j'ai participé en présence physique, c'était en 2018 en Namibie. Et puis à cause de la Covid, on a fait une version en ligne de cette école qui normalement aurait dû se tenir à Marrakech au Maroc, mais on l'a faite en ligne à l'été 2021. Voilà, mes collègues continuent avec ce projet. Moi, j'ai un peu pris de distance par rapport à ça. J'avais un autre projet de coopération avec des collègues du département de physique de l'université de Kinshasa ici, pour créer un master et un doctorat spécialisé dans la physique corpusculaire, la cosmologie et également l'énergie solaire. La physique corpusculaire, c'est essentiellement la physique nucléaire, la physique hadronique, la physique des particules et la physique des astroparticules. Donc c'est un peu dans la transition LMD de l'université, c'était offrir un programme spécialisé sur la physique corpusculaire essentiellement. C'est à cette occasion que je suis venu au pays. Revenu au pays au printemps 2021 et j'ai eu la chance d'être reçu par le président de la République en mai 2021, début mai 2021, qui m'a demandé de travailler à l'époque avec Maître José Mpanda, qui était à l'époque son ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, qui aujourd'hui est à l'agriculture. Donc, parmi les échanges qu'on a eus après que je leur ai présenté d'abord au président de la République et ensuite au ministre de la Recherche le projet de master, j'ai été sollicité précisément par le ministre de la Recherche pour reprendre la direction du CGEA ici. Moi, effectivement, je n'étais pas demandeur et j'étais même un peu dubitatif de cette offre, mais le ministre a eu des arguments assez convaincants et j'ai accepté cette proposition. Après quelques discussions, disons, ultérieures entre lui, moi et le président de la République. Et le président de la République m'a fait l'honneur de me donner sa confiance pour reprendre ce poste. Donc maintenant, ça va faire presque un an que je suis en fonction, puisque j'ai été nommé le 22 juin 2022, mais que je n'ai pris mes fonctions que le 27 juillet 2022. Donc j'en suis quasiment à un an d'exercice de cette fonction, dans des conditions qui ne sont pas faciles. C'est une très lourde responsabilité, c'est vraiment un challenge très important dans laquelle je souhaitais, disons, donner ma pierre à l'édifice dans le redressement du pays. Et c'est vraiment ça qui a motivé un petit peu mon retour au pays. Comme je disais, j'ai fait des études très longues, très compliquées, très sélectives. J'ai eu la chance de visiter 4 continents, énormément de pays, de travailler dans des grandes universités, dans tous les plus grands centres de recherche du monde, d'acquérir une très grande expérience que je souhaitais mettre dans la mesure de mes moyens, bien sûr, au service du redressement du pays. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est d'abord des personnels, ici à Kinshasa, mais également en province, où j'ai eu un petit peu l'occasion d'aller. Ce sont des personnels, pour la majorité, qui sont vraiment, j'allais dire, dédiés à leur travail. Bon, parfois, il y a un peu de découragement chez certains, parce que qui estiment
Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main, que les conditions sont vraiment difficiles. Les conditions ici au pays sont difficiles. Mais j'ai trouvé quand même globalement un secteur qui est un peu, je dirais, en difficulté. C'est un peu à l'image du pays, parce que on est un pays qui a eu un certain nombre de difficultés, notamment sécuritaires, et ça a un impact sur l'ensemble. Alors, globalement, ce que j'ai trouvé, ce sont des difficultés de trois ordres. La première des difficultés que j'ai trouvées, et c'était un peu une surprise pour moi, c'est que dans le cadre législatif et réglementaire, on n'a pas un cadre propice au bon développement du secteur du nucléaire au pays. Il y a un travail énorme à reprendre là-dessus pour faire en sorte que le CGEA, qui est l'opérateur de l'État en la matière, et le régulateur, qu'on appelle le CNPRI, le Comité national de protection contre les rayonnements ionisants, puissent fonctionner, j'allais dire, de manière indépendante, mais complémentaire, chacun dans son rôle. Et ici, malheureusement, j'ai trouvé une situation qui ne date pas d'aujourd'hui, qui remonte au moins 15 ans en arrière, de confusion entre les prérogatives des uns et des autres. Ce qui crée globalement un climat de tension, de défiance entre ces deux organismes et qui n'est pas bon pour le secteur. Donc là, il y a vraiment un très gros travail à reprendre. Alors, disons que le CGEA est issu d'un comité qui avait été créé par Monseigneur Gillon, le fondateur de l'université de Lovanium et de ce centre nucléaire, avant l'indépendance. Donc on parle de la fin des années 50, où Monseigneur Gillon, donc, qui était un physicien nucléaire de formation, avait eu conscience de l'apport du pays à ce qu'on appelle le projet Manhattan, c'est-à-dire le projet en 1945 de fabrication des premières armes nucléaires, qui se sont faites essentiellement avec l'uranium de Shinkolobwe. Sans cet uranium d'ailleurs, ces projets n'auraient pas été possibles dans la période de temps où ils se sont déroulés, grâce en fait à la teneur exceptionnellement élevée du minerai d'uranium qu'on a ici. Donc ça a permis de fabriquer la bombe à l'uranium par le biais de l'enrichissement et une bombe au plutonium par le biais de transformation nucléaire, de bombardement des atomes d'uranium qui venaient de notre minerai ici. Donc, comme ça avait été un effort absolument capital pour que les États-Unis, leaders du monde libre, remportent la Deuxième Guerre mondiale face au régime totalitaire qui était le régime nazi d'un côté et le régime japonais de l'époque. Voilà, Gillon a jugé utile de demander au gouvernement colonial belge de l'époque, du Congo, Rwanda, Urundi, comme il s'appelait à l'époque, que le pays puisse bénéficier de l'utilisation pacifique, cette fois, des applications nucléaires. Et c'est à ce titre que le gouvernement belge et le gouvernement américain sont mis d'accord pour que le gouvernement colonial achète un réacteur nucléaire de recherche qui a été installé, qui a fonctionné ici entre 1959 et 1971, qu'on appelait le Trico 1 précisément. Et ensuite, le gouvernement congolais a acheté. Donc, le Trico 1, c'est un réacteur nucléaire de recherche dont la puissance maximale est de 50 kilowatts. Et ensuite, le gouvernement congolais, à partir de 1972, a acheté un deuxième réacteur à la même compagnie américaine, General Atomics,
qui est ce qu'on appelle le tricot 2, qui est dans le bâtiment ici derrière. La salle de tricot 1 est de ce côté-là, donc on est vraiment bien encadré ici par ces réacteurs nucléaires. Et tricot 2 a tourné jusqu'en 2004. Et suite à certaines inspections de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, est en arrêt prolongé depuis 2004. Voilà, c'est un peu ça l'historique. Alors peut-être qu'il faut expliquer un peu aux gens qu'est-ce que c'est qu'un réacteur nucléaire et à quoi ça peut servir. Donc dans les réactions nucléaires, on peut avoir certains noyaux d'atomes qui sont fissiles. C'est le cas de certains isotopes de l'uranium et c'est le cas du plutonium. Fissile, ça veut dire que quand des particules, en particulier le neutron de basse énergie, vont rentrer en collision avec ces noyaux, ils vont les déstabiliser et ces noyaux vont se scinder en deux parties en libérant de l'énergie et en libérant en moyenne 2 ou 3 neutrons. Et donc on comprend que si un matériau est fait dans une masse suffisante de noyaux fissiles, ce phénomène de fission individuelle que je viens de vous décrire va libérer d'autres neutrons qui vont à leur tour faire fissionner les noyaux voisins, etc., etc. Et donc, si on ne fait rien et qu'on n'intervient pas dans ces conditions, on a une augmentation exponentielle du nombre de noyaux qui subissent une fission nucléaire, mais on a aussi une augmentation exponentielle du nombre de neutrons libérés et surtout de l'énergie globale libérée. Et donc, si on ne fait rien, on aboutit à l'explosion, par exemple, d'une bombe nucléaire. Si on essaie de contrôler un tant soit peu cette réaction, en ne mettant pas tout le combustible fissile au même endroit, mais en le répartissant d'une certaine matière, en mettant des modérateurs, etc., on peut avoir ce qu'on appelle une réaction de fission contrôlée. Et c'est comme ça que fonctionnent les réacteurs nucléaires. Alors, on a deux types, ceux de recherche, qui sont relativement de basse puissance et qui servent essentiellement à fabriquer des radioisotopes, à faire des analyses par activation nucléaire et puis à faire de la formation. Je pourrais revenir sur les détails pour expliquer chacun des termes au besoin. Et puis, pour une plus grande puissance, on peut, à l'aide d'une eau qui est chauffée dans un circuit primaire de refroidissement du réacteur, produire suffisamment de chaleur par le biais d'un circuit secondaire qui, lui, va entraîner une turbine et par le biais d'une dynamo, ou l'équivalent d'une très grosse dynamo, si vous voulez, produire de l'électricité. Donc c'est ça, les réacteurs nucléaires. Et ici, c'est un réacteur nucléaire de recherche. Alors, on en a essentiellement tricot 1, c'est fini. Il est démantelé, mais on a encore le combustible ici. Et puis, on a tricot 2 qui est à l'arrêt prolongé depuis 19 ans et qu'on cherche à redémarrer. C'est un des projets du centre ici. Alors, ce qu'on souhaite faire ici, c'est essentiellement réaliser divers projets. Je vous ai parlé du redémarrage du réacteur, c'est un projet qui est fait en coopération avec l'AIEA. On a d'autres types de projets. Vous avez ici une maquette qui serait celle du premier centre de diagnostic multidisciplinaire et de radiothérapie. Donc ça, c'est un outil essentiel et capital pour la lutte contre le cancer. Et on sait que partout dans le monde, la prévalence des cancers est en augmentation très forte. C'est vrai sur tous les continents et c'est vrai aussi chez nous. Or, il existe peu de machines pour soigner les gens qui sont atteints de cancer. Je vous donne un exemple du pays que je connais bien, qui est la France. On considère qu'il faut une machine de radiothérapie en France pour 100 000 habitants. Ici, nous sommes un pays d'à peu près 100 millions d'habitants et il n'y a qu'une seule machine de radiothérapie.
Donc vous voyez qu'on a vraiment des efforts énormes à faire pour pouvoir traiter nos patients ici atteints de cancer. Couplé à ça, pour la partie, disons, diagnostic, justement pour le cancer, mais d'autres maladies, par exemple des maladies cardiovasculaires, on voudrait avoir un centre de radiopharmacie basé sur un accélérateur de particules qui permet de produire des radioisotopes comme par exemple le fluor 18 pour faire tourner ce qu'on appelle des caméras de tomographie par émission de positrons. Avec ça, on peut détecter de manière extrêmement fine les cancers et on peut aussi, une fois que les patients sont sous traitement, voir l'évolution du traitement et son efficacité et l'ajuster. Voilà, donc ça, c'est typiquement le genre de projet qu'on mène ici. Un autre exemple, on fait de la radioagronomie. Alors, il s'agit par exemple, quand vous avez des semences, de bombarder ces semences avec de la radioactivité gamma. Ça produit de manière artificielle des mutations génétiques à un rythme un petit peu plus élevé que dans la nature. Ça permet de sélectionner, disons, certains mutants qui peuvent être pour la plante soit plus productifs, soit mieux adaptés à l'environnement dans le réchauffement climatique global qu'on connaît. Et donc ça permettrait d'améliorer la productivité et disons la stabilité de la production agricole à long terme en RDC. Et on a comme ça toute une série d'applications des techniques nucléaires qu'on peut mettre en œuvre ici. Alors, une des principales limitations qu'on a malheureusement, c'est le niveau d'investissement, parce que la plupart de ces projets se chiffrent en millions, voire en dizaines de millions de dollars, et il va falloir maintenant, avec le redressement un peu de notre économie, que notre gouvernement puisse vraiment nous soutenir et investir de manière significative pour qu'on puisse réaliser ces projets. Ce que je leur dirais, c'est un message relativement simple. C'est notre pays, personne ne viendra le redresser à notre place. Donc il faut soit venir sur place contribuer à cet effort, ou même simplement au travers de différents réseaux et de différentes collaborations, par exemple accueillir des stagiaires dans son entreprise qui viennent du Congo, accueillir des étudiants en stage par exemple dans le cadre académique ou former des gens en master, en doctorat ou autre. On peut contribuer même en étant à l'étranger, mais pour peu qu'on soit un peu, j'allais dire, rebranché au pays et qu'on essaie de contribuer par différentes actions à son redressement. C'est une question difficile. Je suis plutôt quelqu'un de rationnel, de relativement optimiste et d'assez déterminé pour obtenir mes objectifs.